Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, on vous emmène au Cameroun. Au nord de Yaoundé, Anne, Alexis et leurs 4 enfants posent leurs valises pour 2 ans de mission. Mais à peine arrivés, les imprévus se bousculent. Un incendie, une appendicite et un vol. Mais une chose est claire dès les premiers jours. Ils ne sont pas seuls et la providence les précède. Dans cet épisode, vous découvrirez comment un four à pizza peut devenir un lieu de rassemblement, comment un simple repas partagé avec son enfant devient un vrai trésor, et pourquoi parfois il faut embrasser le risque, comme le dit si bien leur fils Anatole. Nous, c'est Alexis et Anne Monod. On a 37 ans. On est parti pendant 2 ans au Cameroun, à Bafia, une ville qui est située à 130 km au nord de Yaoundé, entre septembre 2022 et juillet 2024. Et on est parti avec nos 4 enfants. Hippolyte qui avait 7 ans à l'époque, Anatole 6 ans et Joséphine et Louise, les jumelles, qui avaient 3 ans. Dieu n'embauche pas des gens capables, il rend capables les gens qu'il embauche. En fait, c'est une phrase qui nous a guidés pendant toute la mission, y compris pendant notre discernement, puisque c'est une phrase qu'on avait entendue lors d'une session Fidesco, qui est une phrase de Mère Teresa, qui nous a été utile sur le terrain. Alors évidemment, on a connu heureusement énormément de moments de joie qui étaient beaucoup plus nombreux que les moments de difficulté. Mais c'est vrai que dans les moments où la mission se corse, se rattacher à cette phrase nous a permis de surmonter un certain nombre d'épreuves. Et que ce soit dans notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie dans la mission et dans les à côté de la mission, cette phrase, on l'a déclinée dans tous les aspects de notre vie et tous nos états de vie sur place. Et on en discutait avec Anne, et c'est vrai que l'avantage avec Fidesco, c'est qu'on nous envoie pour nos compétences professionnelles. Donc Dieu nous a pas appris notre métier. On le connaissait avant de partir. Moi, j'étais contrôleur financier et gestionnaire de projet, et Anne, architecte. Pour paraphraser cette phrase, je pense que Dieu nous a permis de nous sublimer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il nous a rendus meilleurs dans ce qu'on faisait et dans nos métiers respectifs. La première fois qu'on a rencontré Monseigneur Dacy, notre partenaire local, et qui nous a un peu briefé sur l'ampleur de nos missions. Il nous a fait une liste qui était non exhaustive, mais qui était déjà assez longue, de tout ce sur quoi il voulait qu'on travaille. Je me souviens très bien, en refermant la porte de son bureau, on s'est senti un peu accablés, et dès ce jour-là, on s'est remémoré cette phrase en se disant: «Bon, bah, en fait, si on est là, c'est que Dieu va nous rendre capables». Au bout de 15 jours sur place, on a notre 2e fils, Anatole, qui s'est plaint de maux de ventre assez violents. Assez vite, on s'est douté que ça pouvait être l'appendicite, sauf qu'à Bafia, il y avait pas vraiment de cabinet médical, en tout cas aucun moyen de faire des échographies ou des radios. Donc on est allé au dispensaire où la sœur Philogone, qui est une sœur médecin, qui a été un de nos anges gardiens quand même pendant toute la mission, s'est occupée de nous, nous a gardés toute la nuit au dispensaire, et le lendemain, on est parti en ambulance à Yaoundé, où il a pu avoir une échographie et puis ensuite être opéré dans la foulée. Et on a passé 5 jours à la clinique à Yaoundé. Grâce aux autres volontaires de Yaoundé, on a pu déjà se nourrir. Ça nous a énormément donc rapproché des volontaires qui étaient là, et ça nous a permis ensuite, en rentrant chez nous à Bafia, ça a été un accélérateur d'intégration, parce que tous les gens du quartier défilaient à la maison pour prendre des nouvelles dans la rue, au quartier. Les gens l'arrêtaient, lui demandaient comment il allait. Tout le monde a pris vraiment soin de lui suite au retour de l'opération, et on se rend compte qu'on est effectivement pas seul dans cette épreuve, parce qu'on s'est pas posé trop de questions. On a suivi, de toute façon on n'avait pas le choix. On a été obligés de faire confiance et de s'abandonner, et finalement tout s'est bien passé. Donc grâce à la confiance qu'on avait mis dans le Seigneur, et aux prières, à nos prières, et puis à celles de nos voisins. Fidesco nous encourage à nous réunir avec les autres volontaires une fois par trimestre. La chance qu'on avait, nous, au Cameroun, c'était que les familles qui étaient présentes en même temps que nous et les autres volontaires étaient dans un rayon de 150 km. Ce qui nous a permis, pendant les 2 années de mission, de nous retrouver effectivement à une fréquence trimestrielle. Au retour du premier week-end Fidesco, donc c'était fin octobre, je me souviens, il devait être 16h.
J'allume, la pompe, pour tirer l'eau du puits et je rentre à la maison, on vaque à nos occupations. Il y avait un enfant qui venait de passer à la maison pour me demander, de l'argent et je lui avais dit que malheureusement on n'était pas là pour ça et que par contre, je pouvais, passer du temps avec lui et autres. Et un quart d'heure après, j'entends des bruits un peu bizarres. Je me dis: «Tiens, c'est lui qui doit pas être content» et qui tape sur la porte derrière en métal. Donc là, je sors et je croise, un prêtre piariste qui est la congrégation des prêtres, une congrégation espagnole et c'est des pères, donc aujourd'hui camerounais, mais qui étaient, vraiment dans l'enceinte de la paroisse à côté de nous, qui arrivent en courant à la maison et qui me dit: «Alexis, qu'est-ce qui se passe et tout?» Je dis: «Bah, on t'avait prévenu, on n'était pas là ce week-end, tout va bien et tout». Il me dit: «Non, c'est pas ça, limite ça je m'en fous, mais c'est, regarde ta toiture». Et en fait, en branchant, la pompe, il y a eu un court-circuit dans le toit et notre toiture était en feu, quoi. Donc nous, on était tranquillement dans la maison en train de ranger nos affaires, les enfants en train de jouer et puis en attendant, la maison brûlait, quoi. Et ça, en fait, quand vous avez pas de pompiers, quand il y a pas d'eau, et que votre maison brûle, vous vous sentez assez vite, limité, dans vos, capacités à maîtriser un incendie. Et heureusement, en fait, les piaristes sont arrivés. Il y en a un qui est monté sur le toit et on s'envoyait des bidons d'eau de 10 litres qu'on allait puiser, au forage, pour essayer d'éteindre l'incendie. Et en fait, il y avait une réunion dans une maison pas très loin, de la paroisse et là, il y a, tout le quartier qui est arrivé et les hommes sont montés, dans le faux plafond avec des seaux de sable pour essayer de maîtriser l'incendie. Pendant que les mamas du quartier nous aidaient à remplir des valises pour, vider la maison, quoi. Et donc ça a été aussi, le 2e, événement un peu, fondateur de notre mission puisque, très vite, le quartier s'est, dit, «Waouh, eux, en fait, ils sont pas là pour rigoler, ils sont venus pour nous et malgré l'appendicite, malgré l'incendie de leur maison, en fait, ils sont toujours là». Et c'est vrai que l'évêque, qui était notre partenaire avec bon, qui est devenu un ami très proche et pour qui on a beaucoup d'affection, nous a dit, après coup, «Je priais pour que vous m'annonciez pas que vous preniez vos billets retour, quoi, après l'appendicite et l'incendie». Et en fait, ça ne nous a jamais traversé l'esprit. À aucun moment, on s'est dit: «On va rentrer». Ça nous a au contraire permis, nous, d'aller passer une semaine chez nos voisins les piaristes, au presbytère, où les enfants ont vécu leur meilleure vie. C'est la seule semaine pendant 2 ans où ils ont eu la clim et ils ont eu la télé, donc ils ont été ils étaient les rois du pétrole. Mais ça a été un événement, dans lequel, encore une fois, nous n'étions pas seuls. Il y a peut-être un dernier événement qu'on peut citer qui est arrivé juste après, donc en fait jamais 203. Un matin, alors qu'on préparait le petit déjeuner, il y a un jeune du quartier qui est rentré dans notre maison pour, voler mon téléphone. Hem Et on s'en est rendu compte qu'après coup. Bon, je vous passe les détails, mais on l'a retrouvé grâce à Google en géolocalisant le téléphone dans un champ de maïs, parti avec la gendarmerie et autres pour le récupérer. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que le jeune, on le connaissait bien. C'était un jeune qui venait, régulièrement à la maison depuis qu'on était arrivés, qui était en grande détresse affective. Et contrairement à l'ensemble des gens qui nous entouraient, ou 99,9% des gens qui nous entouraient, qui étaient, dans une détresse matérielle, lui était un ancien fils de ministre, sa maman travaillait à Yaoundé et il était livré à lui-même avec son petit frère et une nounou qui s'occupait d'eux, mais sans aucun amour maternel, paternel et autres. Et en fait, ce garçon avait volé mon téléphone, l'avait caché pour ensuite venir le soir nous le rapporter et nous dire: «Tonton Alex, c'est bon, j'ai retrouvé ton téléphone». Simplement pour gagner notre amitié et notre amour, en fait. Et ça nous a beaucoup marqué, ça nous a fait aussi beaucoup réfléchir sur la pauvreté. Cet événement-là nous a marqué parce qu'on s'est dit: «Waouh, en fait, effectivement, beaucoup de gens autour de nous sont matériellement, démunis, mais pour autant ils débordent de joie et d'amour, et c'est vraiment marqué sur eux, ça se voit dans leur démarche et autres». Et lui, il était marqué par cette absence d'amour et ce qui l'a poussé, en fait, à devenir un voleur. Et donc ça montre vraiment à quel point, cette détresse affective, ce manque d'amour, quelle que soit votre richesse matérielle, en fait, vous empêche, d'être quelqu'un d'heureux et de bon. Je suis architecte et suite au discernement et à la formation de Fidesco, je m'étais beaucoup préparée psychologiquement
à passer 2 ans à concevoir des projets sans forcément, les voir, aboutir ni voir le début des chantiers. Parce que je sais que les choses peuvent prendre du temps, surtout qu'il nous fallait de l'argent et des fonds pour construire les différents projets. C'était pas mal, voilà, pas mal préparé à ça. Le lendemain de Noël, ça faisait 3 mois qu'on était là, l'évêque m'a appelé, on avait pris quelques jours de vacances et il m'a appelé pour me dire, bon la chapelle, du centre pastoral à côté de l'évêché que tu as commencé à dessiner, parce que c'était vraiment une ébauche, le chantier démarre, le lundi 3 janvier. Je lui dis: «Mais enfin, on n'est pas du tout prêt, les plans, sont pas finis, on n'a pas d'entreprise, on n'a rien». Il me dit: «Si, si, j'ai trouvé un financement, mais il faut que ça démarre vite parce que j'aimerais qu'elle soit construite, pour la CEPI qui est la réunion, des évêques de la province. J'aimerais qu'elle soit construite pour la CEPI en mars». Donc non seulement il me demandait de la commencer le 3 janvier, mais en plus de la finir, le 15 mars. Donc il me dit: Si, si, on va y arriver, t'inquiète pas, donc voilà, on rentre de nos vacances et puis lundi 3 janvier, il y a le premier camion de gravier et camion de sable qui sont arrivés. On a commencé, comme ça la chapelle, avec une équipe, qui a commencé à creuser les fondations à la main, en pleine saison sèche. Donc la terre était, comme de la pierre et ils creusaient toute la journée de 6 heures du matin à 15 heures. Alors on n'a pas fini la chapelle pour le 15 mars, mais elle avait quand même bien avancé et ça a permis quand même à l'évêque de montrer à ses homologues le démarrage des travaux, voilà. Et ça nous a appris, enfin moi ça m'a appris que, bon, bah, il faut aussi parfois, c'est ce que je disais avec, l'appendicite, bah, faire confiance et avancer. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'effectivement on n'est pas tout seul. On a été confrontés à un défi, mais que tout le monde rencontre plus ou moins dans sa mission, que ce soit avec son binôme, son couple, ses enfants. Et il y en avait deux en particulier. Le premier, c'est dans l'intensité de la vie de famille. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se projeter quand on discerne. Et en fait, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de se projeter. Mais avec ses enfants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2 ans. Pas de relais, pas de babysitter, pas de dîner au resto, pas de cinéma, pas de sortie. Dit comme ça, c'est peut-être un peu aride. La contrepartie de ça, c'est que ça a été les 2 années les plus folles de notre aventure familiale jusqu'ici. Et on en a retiré des fruits inestimables de toute forme. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort pour nous. Ça, c'était la première chose. Et je pense que Anne pourra développer aussi sur ce qu'on a mis en place, justement pour couper la routine, notamment un restaurant à la maison. Donc ça, c'était la première chose, les enfants. Une grande grâce. Ça a été fabuleux. Deuxième chose, c'est que Anne et moi avons travaillé pour la première fois ensemble dans le même bureau, qui faisait 10 mètres carrés, et concrètement aussi physiquement sur le même bureau, puisqu'on le partageait. Et en plus, on travaillait sur les mêmes projets. Anne dessinait, j'allais chercher l'argent pour qu'on puisse construire ce qu'elle avait dessiné. Et ensuite, Anne suivait les projets, et je contrôlais que financièrement, le projet se passait conformément à ce qu'on avait déclaré à nos bailleurs. Et ça a été aussi une aventure extraordinaire, très forte dans la vie de notre couple. On en a retiré également des fruits inestimables, inestimés, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, c'est presque ce qui nous manque, c'est de pouvoir retravailler ensemble. Et c'est vrai que souvent, quand les gens nous disent: «Mais attendez, t'as pu travailler avec ta femme et autres», je dis: «Oui, mais en fait, la réalité, c'est que le mariage, on se marie avec quelqu'un qui est notre alter ego ici-bas, quoi». Donc, qui mieux que ma femme pourrait partager avec moi ma vie, en fait, au quotidien, même au travail? Et en fait, pour moi, ça a été fabuleux. J'ai adoré travailler avec Anne, découvrir tous ses talents. Il y en a beaucoup que je connaissais, d'autres que j'ai découverts sur place. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de très fort pour nous. Des défis, effectivement, mais pour lesquels, encore une fois, nous n'étions pas seuls. C'est-à-dire que sur la partie couple, on s'est dit: «Bah, en fait, si on est là et qu'on a été appelés en mission en couple», c'était un désir de monseigneur Dassy, qui était notre partenaire. Il avait appelé idéalement un financier, un architecte ou une architecte, et idéalement une famille. Moi, je sortais de 10 ans de fusion-acquisition. Anne était architecte et on avait 4 enfants. Et en termes de matching, je pense que là, pour le coup, l'Esprit Saint avait plutôt bien fait les choses. Et donc ça nous a guidés, que ce soit dans notre mission ou même avec nos enfants sur place. On s'est dit, en fait, on est là et maintenant, il faut qu'on embrasse cette mission. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a un de nos garçons, notre deuxième, Anatole, qui est assez réservé, qui est plus timide en tout cas, et qui n'arrête pas de nous dire en ce moment, vous savez, papa, maman, il faut embrasser le risque. Alors, venant de lui, je trouve que c'est assez étonnant. Et puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui sortent de l'émission, mais en fait, le fait d'avoir vécu avec eux pendant 2 ans, ça nous donne une connaissance intime de leur fonctionnement, de leurs réactions et de nos interactions familiales.
Ça a été une grande joie de travailler ensemble et de travailler ensemble pour une même cause. On était venus pour servir les plus pauvres ou servir l'Église et non seulement on le faisait, mais on le faisait vraiment au quotidien, main dans la main. Après, pour rythmer un peu nos journées, parce qu'on était donc 24 heures sur 24 ensemble avec Alexis, et notamment une fois qu'on avait déposé les enfants à l'école, on partait à l'évêché. C'est 5 minutes de voiture parce que Bafia, c'est vraiment une petite ville. Une fois qu'on arrivait, on se rendait à la chapelle de l'évêché et on commençait notre journée de boulot par une prière tous les deux. Donc on avait avant jamais prié en couple. Donc c'était aussi le début d'une nouvelle aventure à deux. Ça nous permettait de rentrer dans notre journée de travail complètement différemment, de confier notre mission, de confier notre journée, nos projets ou nos ouvriers, enfin mes ouvriers, les chantiers, etc. Et de passer un peu du rôle de parent au rôle de collègue et ou de binôme dans la mission. Et ça nous a très souvent servi et rendu service dans le sens où, dans le quotidien, avec les enfants, il y a des matins qui se passent moins bien que d'autres. Il y a des matins un peu pressés, etc. Et donc, en fait, le fait de faire cette prière nous permettait de commencer une nouvelle journée. Et concernant la vie de famille et les petites choses qu'on a réussi à mettre en place, c'est vrai qu'on a déployé un peu des trésors d'imagination pour avoir des moments privilégiés, soit avec un enfant, soit voilà, on a tenté pas mal de choses et on a essayé, enfin on l'a fait plusieurs fois, on faisait un restaurant à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait un des enfants qui allait dîner au restaurant avec l'un de nous. Et les 3 autres et le parent restant cuisinaient tout l'après-midi. Moi, je cuisinais pour Alex et un des enfants et inversement. Et ça a été génial parce que les 3 autres frères et sœurs qui n'allaient pas au restaurant se sont vraiment pris au jeu, faisaient en sorte de réfléchir au menu toute la semaine, d'essayer de faire un menu qui allait lui plaire, un plat vraiment selon ses goûts. Ils faisaient une carte, un menu, des petites étiquettes, ils choisissaient leur tenue pour que ce soit, voilà. On choisissait un nom au restaurant aussi en fonction de l'enfant qui allait au restaurant et on a fait ça pendant plusieurs mois parce que le temps qu'on y passe tous, c'était assez extraordinaire. C'était des moments partagés. Alors quand nous, on était au restaurant, c'était génial parce qu'on était juste avec un de nos enfants qui se livre forcément beaucoup plus que quand il est seul avec un parent. Et puis côté cuisine, c'était aussi des très bons moments, des bons fous rires et parce qu'on faisait avec ce qu'on avait, hein. On n'avait pas énormément de choix dans les aliments, mais c'était, ouais, des très beaux moments familiaux. Le matin, on se levait très tôt, enfin très tôt. Les journées commencent avec le soleil, comme dans beaucoup de pays d'Afrique et les enfants donc allaient à l'école de 7h15 à 14h30 avec un déjeuner sur place. Alors nous, ils étaient dans une école plutôt huppée entre guillemets, où il y avait 2 repas offerts par semaine et les autres jours, ils venaient avec leur lunchbox. Donc nous, on les déposait, ensuite on partait à l'évêché, donc travailler soit sur Alexis sur la recherche de fonds, moi sur la conception des projets ou sur le suivi des chantiers. La plupart de mes chantiers étaient en fait autour de l'évêché, donc c'était assez simple. Et ensuite, à 14h30, on récupérait les enfants à cette heure-là. Eux faisaient très rapidement leurs devoirs et ensuite partaient jouer dans l'enceinte de la paroisse tout l'après-midi avec les enfants du quartier. Et nous, souvent on retravaillait un peu, puis ensuite on s'attaquait aux tâches ménagères. On faisait le pain, tous les jours je faisais le pain. Et donc ça nous prenait quand même déjà pas mal de temps. Et comme on se lève tôt, on se couche tôt aussi avec le soleil. On avait très souvent des problèmes d'électricité. Donc comme à 18h il fait nuit, on se couchait assez tôt. Des enfants vers 19h et nous vers 20h, 20h30. C'était souvent ça. Et surtout que il fait vraiment très chaud et qu'on est épuisé par la chaleur. On n'a pas été refroidi par l'incendie. On s'est dit, on va construire un four à pizza. Ouais, c'était notre côté un peu pyromane. Et ça, c'est intervenu entre novembre et décembre de notre première année, novembre et décembre 2022. On l'a inauguré à Noël 2022 avec l'évêque. Donc première soirée pizza à Bafia. J'avais suivi un tuto sur internet comment construire un four à pizza. Je me suis appuyé sur les compétences d'Anne d'architecte pour valider l'approche. Et j'avais trouvé chez un quincaillier en ville un vieux stock de briques réfractaires. Et moi, je suis reparti tout content avec mes briques dans ma voiture pour attaquer la construction de mon four. Et on s'est lancé dans cette aventure de four à pizza avec déjà nous, mais ensuite on a été pas mal aidés en fait par des jeunes du quartier qui étaient très intrigués par ce projet, qui savaient ce que c'était qu'une pizza mais qui n'en avaient jamais mangé. On s'est dit, dans le four à pizza, il y a une symbolique importante, c'est la flamme, la dimension foyer. Et on s'est dit que ce serait un joli lieu de rassemblement pour tous ces jeunes qui vivent
dans des maisons, évidemment souvent mal isolées, dans lesquelles il y a peu d'intimité et surtout, dans lesquelles, on vous interdit d'être un enfant ou d'être un ado. Ça nous a beaucoup marqué ça. Très souvent quand vous êtes un enfant, on vous demande très vite de devenir un adulte parce que vous devez vous occuper de vos grands-parents, vous devez vous occuper de tâches ménagères, de choses comme ça et en fait, les enfants, les adolescents n'ont jamais le loisir de vivre vraiment leur âge. Et ça, c'est un grand luxe que nous, on a dans notre, société. C'est-à-dire que nos enfants peuvent être des enfants et à chaque âge, entre guillemets, ses responsabilités. Chez eux, en fait, très vite, on leur demande de se responsabiliser et en fait, ce four à pizza, devait devenir un lieu de rassemblement pour, toutes les personnes du quartier qui le souhaitaient. Donc on a démarré doucement avec, quelques soirées pizza. Alors évidemment, on faisait avec les moyens du bord, on faisait notre propre pâte et puis on faisait ensuite, avec de la tomate, un peu de bœuf quand on en trouvait, un peu de poulet et puis, quand on avait des amis qui venaient de Yaoundé, les Fidesco, ils s'arrêtaient acheter du jambon, mais le jambon, c'est un produit de luxe, donc en fait, mais malgré tout, en fait, ce four à pizza qui était au début, quelque chose d'un peu étonnant, un peu atypique, dans le paysage de Bafia, est devenu un marqueur à tel point que le palais de justice de Bafia nous a commandé les pizzas qu'on a, vendues, beaucoup plus cher que ce que ça nous avait coûté et en fait, on en a profité pour, en faire beaucoup plus que prévu et aller les distribuer au quartier et donc ça, c'était assez sympa d'ailleurs, ça a amusé beaucoup l'évêque, il nous a dit: «Attention, vous êtes pas venus pour être, pizzaïolo mais pour vos missions» et en fait, lui-même, en fait, était assez, marqué par cette, approche de l'évangélisation par la nourriture et en fait, c'est très français. Moi, j'adore cuisiner et donc je m'étais dit, si, pendant 2 ans, ça se limite au couscous de maïs et aux légumes verts, ça va être, quand même, globalement un peu compliqué pour moi. Donc il faut que je diversifie. Alors aujourd'hui, si vous dites à des parents: «Vous allez diversifier l'alimentation de vos enfants en leur offrant des pizzas», ça paraît bizarre, mais nous, ça nous permettait en tout cas de sortir de ce cadre. Et donc au début, c'était assez, sporadique, 1 fois par mois et à partir de septembre, de la 2e année, c'était tous les vendredis. Tous les vendredis soirs, on avait les jeunes du quartier qui venaient à la maison pour préparer avec nous les pizzas. Donc c'était super moment, ils ont appris à faire de la pâte à pizza, ils faisaient les pizzas et après on mettait de la musique, on dansait autour du four et on a passé des moments et c'est devenu un lieu de passage. C'est-à-dire que les gens s'arrêtaient à Bafia, les gens qu'on connaissait, pour venir de manger des pizzas à la maison. On l'a fait avec, des gens de Fidesco, des gens de la communauté de l'Emmanuel, avec l'évêque, avec, les autres volontaires. On l'a fait avec, beaucoup de monde et on a des souvenirs autour de ce four à pizza qui sont, vraiment, mémorables et on est ravis parce qu'on a appris que la famille qui nous succède à Bafia, les Guerpel, ont fait leur première soirée pizza il y a peut-être 2 mois, et donc on est très content de voir que ça continue, qui nous a permis justement de dépasser les difficultés du quotidien et de nous intégrer très rapidement aussi, au quartier. Sur le four à pizza, donc on l'avait baptisé, vraiment le foyer, il y avait j'avais fait faire une plaque en bois où il y avait écrit, le foyer. Assez vite, c'était le désir effectivement d'avoir une maison, ouverte pour les enfants et pour les jeunes, mais de pouvoir, accueillir, ouais, surtout les ados, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient, aucun endroit, eux, déjà pour se retrouver entre eux. Pour pouvoir discuter et alors la relation entre des ados et des parents, c'est jamais évident, mais là, il y a même pas de relation. Au départ, on voulait organiser des soirées à thème, en fait, pendant la 2e année pour, essayer de leur, un peu comme une aumônerie, quoi, pour être là pour eux et pour les écouter. Ça s'est pas fait parce que c'était trop à l'occidental et donc on a quand même persisté et on l'a fait de manière complètement informelle en prenant le temps, ceux qui étaient là, régulièrement, voilà, de leur poser des questions sur leur avenir, sur, leurs relations amicales, amoureuses et surtout d'être là pour les écouter et qu'ils aient un lieu où ils pouvaient se retrouver et être entendus et être eux-mêmes. L'évêque nous disait souvent, «Ne vous inquiétez pas, la providence, nous devance». Ça nous a beaucoup servi dans la mission, parce que parfois la tâche nous semblait tellement, impossible. On se dit: «Mais en fait, on va juste jamais y arriver». On a 2 exemples très concrets, qui nous montrent qu'il faut savoir s'abandonner et faire confiance. Le premier, c'est, l'école Saint-Sébastien. L'école Saint-Sébastien de Bafia, c'est la plus vieille école du diocèse, qui est située à quelques dizaines de mètres de l'évêché, au milieu du quartier, qui fait vraiment le trait d'union entre le quartier musulman et le quartier, catholique, qui, a un rôle majeur à jouer en termes d'évangélisation, mais aussi d'éducation pour ses enfants, dans laquelle devaient être scolarisés nos enfants au départ, mais pour des raisons de sécurité, ils ont été mis ailleurs. Et cette école, l'évêque nous avait dit au tout début de la mission, nous a dit: «Écoutez, j'ai un sujet d'école qui me fend le cœur, je ne passe même plus devant, elle est au pied de la cathédrale,
tellement, j'ai honte et je ne sais pas comment faire pour trouver une solution pour cette école qui est vandalisée tous les jours. Il pleut dans toutes les salles de classe. On trouve des gens drogués dans les salles le matin. Enfin, c'est une situation catastrophique et pour autant, j'ai quand même, 1 000 élèves qui y vont tous les jours. Il faut que je trouve une solution pour ces enfants, mais aujourd'hui, j'en ai pas et le projet est tellement titanesque que je sais pas par comment le prendre et en fait, on l'a pris un peu comme un défi. Ça nous aura pris, 24 mois de mission, mais le 14 juillet, je dirais, 2024, à 2 semaines de notre départ, on posait la première pierre de ce chantier qui était, 100 financé à cette date-là. Donc ça nous aura pris 2 ans. Donc c'était un projet considérable, fait avec, de nombreux partenaires, européens et qui, a vocation à offrir à la région Centre et à Bafia en particulier, un outil pédagogique totalement novateur, de telle sorte à être même on espère un game changer dans les années qui viennent sur toute l'approche pédagogique, de l'école. Et donc cette école-là qui était un projet qui était titanesque et pour lequel, en fait on avait, 0 solution et l'évêque, pas du tout. On l'a pris un peu comme un défi et on s'est dit: «Bah, en fait, on va y arriver» et pierre après pierre, on a fini 1 000 € par 1 000 €, et heureusement, on a eu des sponsors qui nous ont donné un peu plus, mais on a fini par, trouver le financement et donc le chantier est en cours. L'inauguration aura lieu le 11 septembre 2025. On a rénové toute une partie, construit un nouveau bâtiment de 2 étages et donc on va pouvoir accueillir, tous ces enfants dans un environnement sécurisé avec de l'eau, des panneaux solaires, des toilettes sécurisées, enfin, c'était une aventure, fabuleuse. Ça a été un challenge, d'un point de vue effectivement financier d'aller chercher, tous ces fonds et d'un point de vue, de la conception et du dessin du bâtiment où, moi j'ai fait pas mal le grand écart entre, les standards, camerounais, et les exigences de nos donateurs qui étaient plutôt européens et qui, quand ils donnaient des sommes conséquentes, avaient quand même forcément un droit de regard sur les plans et donc voilà, à jouer entre les enfin, c'était vraiment un mélange des cultures et un autre projet, pour lequel, là, pour le coup, la providence nous a aussi devancés, c'est, le centre d'accueil pour enfants en détresse Sainte-Joséphine Bakita. C'était un désir de l'évêque d'ouvrir ce centre d'accueil, à 5 kilomètres du centre de Bafia. Il nous en a parlé, assez rapidement aussi quand on est arrivé. Il avait identifié une maison à rénover pour pouvoir accueillir ces enfants et pareil, sans financement au départ et donc on a travaillé dessus, on a travaillé sur les plans, sur le fonctionnement, sur le financement et je sais pas, je dirais au mois de mai, juin, il nous a dit: «On ouvre en septembre. Quoi qu'il arrive, on ouvrira en septembre» et nous, on lui a dit: «Mais c'est pas possible, on sera jamais prêt, les travaux seront pas finis, on peut pas accueillir des enfants dans ces conditions-là». Enfin, encore une fois, c'était notre vision, très très occidentale et il nous a dit: «Si, si, de toute façon, il faut ouvrir. Là, j'ai des enfants qui sont dans des situations tellement, précaires, tellement tristes, enfin, il faut absolument qu'ils viennent au centre». Donc on lui a fait confiance. Il a ouvert le centre et il a accueilli, 20 enfants pour commencer, avec un couple, référent et il y a eu une année un peu compliquée où il y a eu, énormément d'adaptations à faire et cetera, mais à force de prières, et puis pareil, on est allé chercher, l'argent, petite somme après petite somme. L'orphelinat s'est consolidé, l'équipe s'est consolidée et aujourd'hui, il y a une congrégation religieuse féminine qui s'en occupe. Il accueille, 30 enfants et il tourne plutôt bien. Donc l'évêque a eu raison, en fait, de l'ouvrir et de forcer un peu, enfin, un peu forcer la main au destin et de croire en la providence. L'abandon, fait partie, pour moi des principaux fruits de la mission. J'étais quelqu'un d'assez, réfléchi, j'avais toujours besoin de calculer, de savoir, faire des coups de billard à 3 bandes, savoir si je fais ça, alors ça va aller là et du coup après je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Je pense que la mission, m'a donné plus de spontanéité et cette capacité à, accueillir les choses comme elles viennent sans nécessairement tout anticiper. Je fais partie de ces gens qui, le 21 août, quand ils sont rentrés de vacances, ont déjà booké leurs vacances du 1er août de l'année prochaine, quoi. Ça, c'était avant et c'est vrai qu'en fait, cette faculté à toujours vouloir tout anticiper, tout contrôler,
vous empêche de vivre les choses pleinement au quotidien et aussi parfois vous empêche de vivre des choses qui pourraient être très fortes à côté parce que vous êtes mis dans un cadre et vous ne pouvez pas en sortir. Et la mission m'a donné ce goût pour l'abandon, ce goût pour l'instant présent et cette soif de découverte, cette curiosité et cette ouverture du cœur aux autres. Tu parles de la joie de l'instant présent. C'est vraiment ce qu'on a pu vivre en famille. Voilà, on n'avait pas tellement de loisirs, mais on s'en est créé. On a vraiment appris à connaître très intimement nos enfants, à se connaître très intimement aussi dans le couple, à profiter juste de l'instant présent, de la journée qui se passe. Alors au Cameroun, les gens remercient Dieu d'être en vie le matin. Quand on leur demande comment ils vont, ils disent je vais bien grâce à Dieu. Et voilà, la mission nous a appris ça. Et donc, on essaye de le garder aujourd'hui dans notre vie de retour en France, de garder cette joie en famille. Et ça nous a aussi donné envie de repartir, découvrir le monde avec nos enfants, de revivre cette expérience, des expériences aussi fortes tous les 6. Si on avait un conseil à vous donner, ce serait de faire confiance. Faire confiance d'abord à Dieu, parce qu'on est tous appelés en mission, pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être en bas de chez soi aussi. La deuxième personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est Fidesco. Ils font ça très bien depuis 40 ans maintenant et 45 ans cette année. Et la troisième personne à qui il faut faire confiance, c'est à vous-même, à votre couple et votre famille. Et je finirai par une anecdote. Quand on était en discernement après la session Fidesco, on est parti avec Anne pendant 3 jours se mettre au vert sans nos enfants pour réfléchir dans la prolongation de ce week-end de discernement Fidesco qui était un moment très fort même dans notre vie de couple. On en garde un très bon souvenir pour discerner précisément sur notre appel en mission. On était à table avec Anne chez un ostréiculteur et Anne me pose une question très précise. Écoute, la mission, ça m'a l'air bien, mais franchement, pour les enfants, ça va pas le faire. Est-ce que tu crois vraiment que ça va aller pour les enfants et pour nous? Et vous me croirez ou pas, vous demanderez à Fidesco la photo. Le bateau qui était derrière Anne, à table, son nom, c'était « Oui, ça ira ». Voilà. Alors, pour paraphraser le père Benoît, il faut pas faire de mysticisme fiévreux, il faut pas avoir des signes partout, mais là, c'était bien fléché. Merci Anne et Alexis de nous avoir fait voyager au cœur de votre mission. Au-delà des défis, vous avez découvert une vérité profonde. On ne part jamais seul, et Dieu précède toujours ceux qui l'envoient. Un témoignage inspirant pour toutes celles et ceux qui se demandent s'ils sont faits pour la mission. Peut-être suffit-il juste d'un petit signe, d'un simple « oui, ça ira ». Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez-nous sur les réseaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site internet fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. Et cette fois-ci, on ira en Afrique du Sud.